L'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Michael Zamès, et donc Guillaume. bonjour à vous Jean Arthuis. Je le disais tout à l'heure, les questions ne manquent pas. Mais je vais commencer par m'adresser donc à l'ancien ministre des Finances. Est-ce que vous considérez qu'il existe, au cas où la gauche arrive au pouvoir, un risque, comme l'a encore laissé entendre le président de la République hier chez nos confrères de France 2? Oui, si, dans l'hypothèse où François Hollande était élu, et s'il maintenait les options de son programme, la création de plus de 60 000 postes de fonctionnaires, ces multiples emplois d'avenir, je pense qu'en effet, la France risquerait de perdre son crédit. Nous sommes dans un contexte de crise. C'est peu dire que la zone euro est en crise. Elle est en crise, elle est apparemment équilibrée en commerce extérieur. Elle exporte un peu plus qu'elle n'importe. Mais à l'intérieur de la zone euro, il y a des États qui sont de plus en plus compétitifs, qui accumulent des excédents, c'est le cas de l'Allemagne, 160 milliards d'excédents, et d'autres États qui régressent, qui d'année en année voient se creuser leur équilibre commercial, c'est le cas de la France, 70 milliards de déficit. Nous avons deux déficits à surmonter, le déficit de nos finances publiques et le déficit commercial. Mais justement, simplement d'un point de vue technique, sans entrer dans les détails, au fond, là on parle des marchés, ce qui est sous-entendu c'est les marchés. Est-ce que les marchés ont intérêt à se déjuger par rapport à leurs engagements dans la zone euro, y compris si la gauche arrive au pouvoir? Parce que c'est de l'argent qu'ils risquent de perdre, de toute façon, s'ils sont installés financièrement dans la zone euro et s'ils se sont installés financièrement en France. Oui, mais les marchés réagissent instantanément, sont tentés d'agir, de faire bouger les indices et les spéculateurs à la recherche. Donc vous retenez l'argument du président? Il ne faut pas insister trop sur cet argument du président. Je pense que il y a quelque chose d'un peu pathétique dans ce genre d'argument. Je crois qu'il faut considérer que les Français... Vous dire quoi? Ça veut dire qu'il participera lui-même à l'affolement général? Je crois qu'il faut éviter ce genre d'affolement général, car on va très vite constater qu'il y a une réalité. Au fond, cette campagne ne permet plus ces divagations dans l'irréel, ces conventions de langage, ce déni de réalité. Il y a une donnée européenne. Je m'étonne que les enjeux européens, de gouvernance européenne, ne soient pas plus présents dans la campagne. Il y a 2 semaines, on a entendu, vous avez commenté à la matinale, que c'était une bonne nouvelle parce que le déficit 2011 était moins élevé que prévu. Et paradoxalement, l'endettement 2011 était plus élevé que prévu. Pourquoi? Parce qu'il a fallu mettre la main à la poche pour venir en aide aux Grecs, aux Irlandais, aux Portugais, et qu'il y a aujourd'hui une solidarité à l'intérieur de la zone euro qui va obliger les États à se donner une vraie gouvernance économique. Il y a beaucoup de questions. Il y a la question de la croissance, il y a la question évidemment politique qu'on ne manquera pas de vous poser tout à l'heure avec Michael sur ce à quoi réfléchit François Bayrou. Parce que tout à l'heure je disais sénateur du MoDem, c'est-à-dire vous représentez le MoDem dans un moment où pour des raisons d'équité et d'égalité, nous recevons les représentants de chacun des candidats. Michael. Une question encore sur la croissance. En début de semaine, le Financial Times faisait un éditorial pour dire décerner un bon point à François Hollande, qui prévoit, lui, une sortie sur la croissance et non pas uniquement sur les réductions des déficits. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Financial Times qui donne ce bon point à François Hollande? Il y a 2 impératifs absolus. Il faut à la fois tendre vers l'équilibre des finances publiques, il n'y a pas d'alternative à cela. Mais il faut également tout mettre en œuvre pour retrouver de la compétitivité, faire de la croissance. C'est à cette condition qu'on répondra aux attentes Donc c'est un bon point pour François Hollande? Cette option-là n'est pas contestable. J'ai eu un dialogue avec Michel Sapin. Nous convenons qu'il y a 2 priorités. L'équilibre des comptes publics et la croissance. Sans croissance, nous ne pouvons pas enrayer ce déficit de 70 milliards. Nous consommons plus que nous ne produisons. Ça ne peut pas durer très longtemps. Donc vous rejoignez le programme de François Hollande sur ce point-là, en tout cas. Attention, ça c'est pas un programme, c'est un objectif. Maintenant, c'est inscrit dans son programme. Tout est dans le détail, tout est dans les mesures qu'il faut mettre en œuvre. Ce pays a un potentiel extraordinaire. J'étais hier en visite dans les Pyrénées-Atlantiques, chez François Bayrou précisément. J'ai rencontré des responsables de PME. Il y a un potentiel fantastique. Mais nous sommes dans un pays qui s'est ingénié à multiplier les normes, les contraintes, des lois
qui bouge en permanence. Cette instabilité juridique est insupportable. Le désir d'entreprendre est sérieusement émoussé dans notre pays. Il faut également alléger toutes ces charges qui pèsent sur la production et qui... On a voulu flatter le consommateur. C'est formidable, parce que nous sommes tous des consommateurs. Et sans nous en rendre compte, nous avons mis en difficulté les producteurs qui, à l'heure de la mondialisation, cèdent naturellement à la tentation d'aller produire ailleurs. Et c'est assez facile avec la numérisation. Alors nous sommes très attentifs avec Michael à ce que vous allez dire ce matin dans les minutes qui suivent. Nous avons déjà été très attentifs à ce que vous nous avez dit sur la crise, mais c'est vrai que tout le monde se demande un peu ce que François Bayrou va faire sur le plan politique. Pour l'instant, il est aux alentours de 10%. Imaginez par exemple que ceux qui nous écoutent dans le studio s'apprêtent à voter François Bayrou. Il serait quand même, j'allais dire presque honnête, de leur dire à l'avance si tout d'un coup il va rejoindre un dialogue avec Michel Sapin, comme vous l'avez fait dans un livre publié aux éditions Archipel, ou si à un autre moment vous pourriez vous rapprocher du président de la République, comme le demandent un certain nombre de responsables de l'UMP, comme Jean-Pierre Raffarin, qui, vous le savez, pense que François Bayrou ferait un excellent Premier ministre de Nicolas Sarkozy. C'est une question qui n'est pas une question politicienne, qui est hyper importante, parce que les gens qui s'apprêtent à voter pour vous, la moindre des choses, c'est de leur dire ce que vous allez faire après. Vous avez vu comme j'ai pris mon temps. Tant que le premier tour n'a pas eu lieu, François Bayrou est donc candidat. on vote à l'aveugle, quoi. Si je voulais voter, moi et Mick, si on voulait voter pour vous, on vote les yeux fermés. Non. Sans savoir si vous allez aller à gauche ou à droite. Non, mais vous n'avez pas échappé. Il y a eu quelques sondages très peu nombreux sur un deuxième tour où François Bayrou serait présent. Et dans tous les cas de figure, c'est lui qui l'emportait. Alors, la difficulté que rencontre François Bayrou, c'est le premier tour. Bon, il y a encore une semaine pour tenter de convaincre. J'observe que dans les sondages... Gagner 15 points. J'observe que dans les sondages, ça commence à remonter. Bon, mais... Alors, dans le cas où il ne serait pas au deuxième tour. Eh bien, dans le cas où il ne sera pas au deuxième tour, quels sont les points fondamentaux du projet que porte François Bayrou? C'est produire en France. Vous entendez le silence, hein, les gens entendent. Produire en France pour retrouver de la compétitivité, créer des richesses. C'est à ce moment-là qu'on peut répondre aux attentes de pouvoir d'achat et d'emploi. Ça, c'est une priorité fondamentale. Réduire les déficits publics. Parce que un pays n'est pas souverain lorsqu'il est surendetté. Il est dans la main de ses créanciers. On s'en est rendu compte. Observez ce qui s'est passé en Grèce. Donner à l'Europe une gouvernance qui assume un partage de souveraineté. Quand on a mis le pied dans la monnaie unique, on a commencé à partager la souveraineté. Vous voulez dire qu'au lendemain du premier tour, il va ouvrir un dialogue avec les deux, naturellement, pour savoir avec qui, éventuellement, sur des bases programmatiques, il pourrait se rapprocher. Donc ce sera au plus offrant. C'est pas le plus offrant. Enfin, c'est le plus convergent, le plus compatible. Lorsque j'observe les programmes de Sarkozy et de Hollande, puisque ce sont eux les mieux placés dans les pronostics et les sondages aujourd'hui, je pense qu'il y a sans doute plus de convergence du côté de Sarkozy que du côté de Hollande. Ces créations de postes, ces 60 000 emplois, cette façon, cette fiscalité qui va vers une forme tous vous avez été rattachés à cette famille. Vous avez tous été rattachés, vous, comme François Bayrou, à cette famille politique. Aujourd'hui, lorsque nous exerçons des responsabilités au plan local, moi je suis président du Conseil général de la Mayenne, eh bien, ma majorité, elle est plutôt au centre droit. Et avec les quelques élus UMP de mon département. Ça, c'est la position de Jean Arthu, mais est-ce que c'est la position de François Bayrou? Mais nous aurons... celle de l'Alliance centriste ou celle du Modem? Il soit très clair qu'on n'est pas propriétaire des voix. En revanche, un homme politique, politique doit dire, au lendemain du premier tour, si son candidat n'est pas qualifié, vers quel... Mais il a dit qu'il allait le dire, contrairement à 2007. Alors peut-être qu'il le regrette et qu'il préférait rester une sorte de prophète misanthrope. Quand on est engagé en politique, on est un acteur, on a vocation à gouverner, à agir, on n'est pas responsable d'une académie politique, on n'est pas un commentateur de la vie politique, on doit s'engager à un moment donné. Donc, et c'est ce que nous ferons au lendemain du premier tour. Jean Arthur, on essaye d'être clair avec Michael ce matin. Donc la conversation au lendemain du premier tour, si par malheur pour vous François Bayrou n'est pas au deuxième tour, c'est une conversation programmatique avec les responsables des deux grandes formations qui seraient au deuxième tour. Et à partir de cette conversation programmatique, vous déciderez. Absolument. Absolument. Dans la transparence. Nous avons même dit que ce serait une délibération publique
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que chacun prenne ses responsabilités. Mais encore une fois, nous ne sommes pas propriétaires de nos voix. Nous verrons comment M. Mélenchon s'agrège à la majorité de M. Hollande. Enfin, hier, le président de la République a parlé d'union nationale. Vous l'avez peut-être vu sur France 2. C'est ce que propose François Bayrou. Donc ça va encore une fois dans votre sens. François Bayrou dit très clairement que les réformes que nous avons à entreprendre ne pourront pas réussir un camp contre l'autre. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Cette façon de se bouffer le nez en permanence entre la majorité et l'opposition est une querelle vaine qui fait que la politique est devenue un jeu de rôle, un théâtre d'ombre, et d'annonce en annonce, on fait apparaître, on met en évidence l'impuissance politique. Il faut sortir de cela. Tout à l'heure, vous parliez justement des multiples lois qui, notamment dans le domaine de la fiscalité, ont émaillé les votes au Parlement ces dernières années. C'est vrai qu'il y en a eu énormément. Il y a des propositions à gauche. Hier, Jean-Luc Mélenchon a pris le cas, on lui a suggéré le cas de Marcil, comédien qui gagnait 200 000 euros par mois et qui, après la fiscalité Mélenchon, il lui resterait 20 000 euros. Est-ce que vous considérez que la fiscalité à 75% est une question, j'allais presque dire, est une question aberrante sur le plan économique pour ce qui est des motivations? Oui. L'argument de Hollande, c'est le patriotisme. L'argument de Mélenchon, c'est de toute façon, il faut renégocier le contrat moral qu'on a avec l'argent. C'est bien sûr qu'il faut que nous révisions notre relation avec l'argent. Bien sûr qu'il faut que tous ceux qui assument des responsabilités, des chefs d'entreprise, qu'il s'agisse du MEDEF, de l'Association française des entreprises privées, enfin... Il faut qu'il y ait de l'éthique. C'est ce que dit François Hollande cette fois-ci ce matin dans les Échos. C'est pas les Hollande lois. dit les patrons du CAC 40 ne peuvent pas s'augmenter. Un calcul a été fait par un institut de 34% sur un an et en même temps réclamer une modération salariale. C'est évident. C'est bien évident. Si ceux qui ont des responsabilités ne sont pas guidés par une éthique qui rend acceptable la relation sociale, la relation entre les salariés et les dirigeants des entreprises. Mais que l'État commence donc par donner l'exemple. L'État, l'Agence des participations de l'État, détient des participations dans un certain nombre d'entreprises. La Caisse des dépôts et consignations détient des participations dans un certain nombre d'entreprises. Avant même que de légiférer, commençons par fixer une doctrine lorsque nous sommes en situation de responsabilité publique, fixons les niveaux de rémunération. Or, j'observe un certain nombre de pratiques. Alors, on va nous expliquer qu'il y a un comité de fixation des rémunérations, mais quand on voit qui préside ce comité, on est pour le moins perplexe. Donc, que l'État, plutôt que de voter ces lois qui sont des coups quelque peu médiatiques et largement démagogiques, ça n'est pas une bonne façon. Il faudra que le président demain soit un vrai pédagogue pour expliquer, pour justifier les réformes qu'il va falloir conduire, qu'il soit le garant de la justice, de l'équité, mais aller vers une taxation à 75%, pour les revenus qui ne sont pas les revenus salariaux, les revenus du patrimoine, on aboutirait à pratiquement 90,5% d'impôts, ce qui est ridicule. Par ailleurs, les patrons des grands groupes, qui sont des groupes supranationaux, auront toujours la possibilité, s'ils le souhaitent, de se faire rémunérer dans telle filiale qui se trouve en Asie ou ailleurs dans le monde. C'est le cas de Carlos Ghosn avec ou dans un paradis fiscal. Ces situations sont insupportables. Bon, j'avoue que je suis assez choqué par le niveau de rémunération de M. Ghosn, dès lors que l'État est actionnaire, certes minoritaire, mais quand même est présent au conseil d'administration. Et j'aimerais bien savoir quelle est la position qu'a pu prendre le représentant de l'État lorsqu'on a délibéré sur la rémunération du président. Oui, mais justement, pardonnez-moi de dire que tout ça est un peu ambigu, parce que d'un côté, vous dites il faut qu'il y ait de la morale, et de l'autre côté, vous dites ce taux d'imposition est impossible. Donc, mais si où va se situer? Si déjà nous avons vous êtes l'État, vous pourriez être l'État. Qu'est-ce que l'État dit là-dessus? Si déjà nous avons un barème d'impôt progressif sur le revenu. Avec des Anglais qui reviennent, vous le savez, parce que vous connaissez, qui reviennent à un impôt maximum à 45%, bien sûr, et qui baissent l'impôt sur les sociétés. Pas seul au monde. Il est tellement facile d'aller dénouer ces opérations, comme le font la plupart des cadres de banque, à la City de Londres plutôt que sur la place de Paris. Donc, édicter des règles aussi rigoureuses dans un monde qui est très largement ouvert, c'est à mon avis insulter la raison. C'est faire de la démagogie. Et on n'a pas le droit d'être démagogue aujourd'hui. Il va falloir traiter la réalité. Je sais que la réalité est souvent dans l'opposition. Merci beaucoup, Jean Arthus. Je rappelle que vous avez signé il y a quelque temps avec Michel Sapin un livre qui s'appelle La France peut s'en sortir. C'est un débat donc entre vous et le Parti socialiste aux éditions L'Archipel. Mais j'ai l'impression de comprendre avec Michael ce matin
que, disons programmatiquement, vous étiez beaucoup plus proche du président de la République. Merci à vous, bonne matinée, bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine.